Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как ваши дела? Bonjour, merci d'avoir pris le temps de faire cette interview. Comment allez-vous? Cela va toujours bien et surtout, je pense qu'on a le devoir d'aller bien lorsque l'on est dans un pays qui justement n'est pas en guerre. Par contre, je regrette terriblement ce que connaît l'ancienne expertise française, c'est-à-dire que de fait, lorsque l'on est artificiellement vassalisé, on devient complice d'une guerre en l'occurrence, et je regrette ô combien, les véritables patriotes français regrettent ô combien que mon pays actuellement sponsorise, favorise la guerre qui ne devrait pas avoir lieu en Ukraine. C'est assez terrible au quotidien de constater cela. Ему все хорошо, и как он говорит, когда ты живешь в стране, которая не на войне, ты должен быть все хорошо. Но, как он говорит, как патриот, ему очень жаль, что, видит, что Франция, у нее суверенитета больше нет, и что она спонсирует эту войну на Украину, которая не должна быть. Первый вопрос. Президент Макрон публично поздравил и посетил мероприятие, посвященное юбилею масонской ложи. Я читала, что масоны долгое время оказывали влияние на власть и политику Европы в целом, во Франции в частности. Что изменилось, раз масоны вновь входят из тени? Alors, on a vu il y a pas très longtemps le président Macron qui a publiquement félicité et assisté à un événement lié à l'anniversaire d'une loge maçonnique. Donc, Faïna a lu que les francs-maçons ont longtemps influencé la politique en Europe en général et en France en particulier. Qu'est-ce qui a changé maintenant que les francs-maçons sortent à nouveau de l'ombre? Alors c'est d'autant plus intéressant que je suis moi-même franc-maçon. Par contre, justement, j'en ai parlé pas plus tard qu'il y a 2-3 jours dans une émission justement en France. En réalité, il y a des luttes d'influence au sein de la franc-maçonnerie et c'est une longue histoire dans l'histoire de l'Occident. Je te laisse traduire par séquences relativement courtes. Он говорит, что это интересно, потому что он сам масон, но он говорит, что есть конфликты внутри этого движения, и это уже очень давно в истории Европы. En fait, il y a une chose à comprendre dans la profondeur de la chrétienté pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie dans le cadre de la chrétienté occidentale. Traduction. Нужно понимать, что есть связи между это движение и глубоко христианизма в Европе. Dans le contexte précis de la chrétienté occidentale, en réalité, la franc-maçonnerie, pour ceux qui la comprennent bien, c'est-à-dire pour les rares francs-maçons qui la comprennent bien, en fait, le sujet, c'est qu'il y a des luttes d'influence interne aujourd'hui au sein de la franc-maçonnerie. И сейчас есть внутренний конфликт, инфлюенция внутри этого движения. Donc, à l'origine, la véritable franc-maçonnerie, c'est le réformisme chrétien, c'est-à-dire que les dogmes chrétiens ont été stabilisés au début, dans les 4 premiers siècles de l'histoire de la chrétienté. Нужно помнить, что все догмы христианизма были фиксированы в 4 первые веки, после Иисуса Христоса. Tout à fait. Donc dans ce contexte-là, il y a eu en fait une stabilisation des dogmes chrétiens au début, qui s'est opérée d'une façon hasardeuse, qui se sont opérées une stabilisation qui a été hasardeuse au début, et après, il y a eu en réalité 1000 ans de réformisme chrétien. Traduction. Так что эта стабилизация догмы христианизма была, не так просто и такая рандомная, и потом были тысячи лет реформы этих догм. Il y a eu ensuite 1000 ans de réformisme chrétien, avec certains dogmes qui ont été modifiés parfois pour des raisons politiques. Par exemple, en 553, Concile de Constantinople, on supprime les références aux vies antérieures pour des raisons politiques à l'époque. Несколько реформ были сделаны для политических причин, как в 552 году в Константинополе они сняли все референции о бывшей жизни, например. Puis par la suite,
il y a eu en fait des querelles intestines au sein de la chrétienté occidentale qui ont abouti, pour vraiment raccourcir les choses, au massacre des Templiers. Мгм. А потом были внутренние конфликты в христианизме, которые дали, например, это масштабные убийства, je sais plus comment c'est Templiers en russe. Ordre du Temple, les chevaliers à la croix rouge, un truc comme ça. Ну да, вот эти монахи, которые воевали в Ближнем Востоке, ну, когда у нас были такие. J'essaie de le retrouver en direct. Sur le Templier en russe, là, tu me donnes des termes. Un ordre de chevalerie qui voulait en fait retrouver en Terre Sainte la véritable chrétienté, en fait, qui, à l'occasion des croisades, va retrouver des morceaux de la chrétienté primitive que l'Église de Rome avait oublié. Tu peux le paraphraser comme ça. Вот, потому что эти люди, они хотели, они искали и они хотели найти оригинальный христианизм. Такие части христианизма, которые, ну, Ватикан уже давно забыл. Je termine juste cette idée-là, c'est que le parti donc réformiste chrétien, qui n'a plus existé, en tout cas qui a dû se cacher après le massacre des Templiers, plus tard est devenu les alchimistes, puis les Rose-Croix, puis les francs-maçons. On est au 16e, 18e siècle. Вот. Это движение реформы христианизма, которое, ну, прячется после этого масштабного убийства, они потом была какая эволюция, и в конце концов это дала эти движения масонов. Да. Et le dernier élément, c'est que parallèlement, j'ai écrit des articles très synthétiques là-dessus, mais parallèlement, à partir de la Renaissance, l'Occident a été la proie de ce que j'appelle la subversion financière internationaliste. C'est à la fois lié à l'histoire de l'Empire britannique d'un côté et de la partie la plus matérialiste du judaïsme de l'autre. А потом, когда у нас был Ренессанс в Европе, уже вся Европа попала под инфлюенс, скажем так, это как это финанс, ультракапитализм, все эти материализм, скажем это так. Et dans ce contexte-là, c'est là qu'il y a eu une série de révolutions dont la révolution russe a été la dernière. Mais il y a d'abord eu deux révolutions en Angleterre, au XVIIe siècle, une révolution française, puis la révolution russe. Mais dans ce contexte-là, pour le service des intérêts de l'Empire britannique, la franc-maçonnerie a été en bonne partie détournée pour créer des révolutions, spécialement contre la France, puis contre la Russie, dès l'insurrection des cabristes au début du XIXe siècle. Pardon, c'est un peu long. И в этом контексте масоны были как агентство инфлюенс для Великобритании, чтобы делать революции в Европе. Были 4 революции, 2 были в Великобритании, 1 во Франции, и последняя это была в России. И все эти движения играли большую роль об этом. Et donc, dernier point, en bonne partie, la franc-maçonnerie, initialement du réformisme chrétien, qui était tout à fait légitime et d'ailleurs dans un sens orthodoxe, dans le sens de la chrétienté orthodoxe, est devenue finalement en bonne partie une entreprise de subversion et dans l'ambiance, dans la volonté de créer des révolutions, susciter des révolutions avec un grand succès en France, en Russie, mais également avec d'autres épisodes dans le monde hispanisant, etc. Et sauf qu'il existe encore aujourd'hui, en fait, cette lutte d'influence. Il existe de rares francs-maçons qui l'ont compris comme moi, c'est-à-dire que les éléments là que je donne sont rarement connus en réalité, mais justement ils sont d'autant plus précieux parce que la Russie a eu dans les années 1990 de nouveau, maille à partir de nouveau des problèmes avec ces faux francs-maçons qui en réalité ont fait de la franc-maçonnerie une entreprise, une société pour subvertir des États, notamment par la finance et compagnie. Да, и проблема это, что от движений для реформы христианизма движение масонов шел на
политической кампании, да, которая мешает на политике других стран, например, во Франции и в России. И сейчас есть конфликт между масонами, которые понимают, что было сначала это движение, и которые хотят работать на это направление, и этих других, которые работают, чтобы мешать в политике других стран. Voilà, j'ai écrit des articles justement pour résumer ces points-là. En un seul article, il y a 5 siècles de subversion financière internationaliste résumée. Ceci se double en plus de l'histoire spécifique du judaïsme en Russie, en Pologne, Lituanie, puis Russie. Et là, il faut vraiment lire Solzhenitsyn, Deux siècles ensemble d'une part, et Shafarevitch, La russophobie d'autre part. Он сам писал несколько статей об этом, один, который реально резюме, и он говорит, что нужно об этом читать тоже Солженицын, и le deuxième c'est Shafarevitch, La Шафаревич. russophobie. Да, по Voilà, поводу русофобии. Так что это такие нужно читать, потому что он уже все писано уже в этом тексте. Ce qui est d'ailleurs fascinant avec Shafarevitch, La russophobie, c'est que son propos sur la Russie des années 1990, l'ouvrage date de 1993, est exactement transposable à ce qu'il se passe aujourd'hui en France. On peut presque remplacer parfois Russie et France, c'est exactement pareil. En tout cas, nous avons pris un peu de temps là pour parler de ce point qui était très important pour comprendre la grosse subversion que la Russie a subie et dont la guerre d'Ukraine est la dernière étape. D'accord. И что интересно с Шафаровичем, это что он писал в 93 году. Сейчас ты можешь брать эти тексты, которые были о России, и ты можешь вообще смотреть, это точно, что есть сейчас во Франции. Merci. Так, ты можешь сейчас второй вопрос. Есть ли в России союзники во Франции или хотя бы те политические силы, которые не призывают к связыванию войны с Россией? La Russie a-t-elle des alliés en France ou du moins des forces politiques qui n'appellent pas à une guerre avec la Russie? Alors, il faut bien distinguer le peuple d'un côté et les politiciens de l'autre. Et Да, après, il он faut говорит, en что plus... нужно уже смотреть, потому что есть разница между обычными людьми и политики. Nous avons un gros problème aujourd'hui en France, c'est que globalement, la France ayant été l'État occidental le plus dangereux, c'est-à-dire le plus susceptible de remettre en cause les narratifs propagandaires anglo-américano-israéliens, А проблема это, что Франция была самая опасная страна, которая смогла воевать против этой пропаганды из Великобритании, США и Израиля. il faut bien se rappeler notamment que dans les années 1990, c'était vraiment la diplomatie française qui essayait honnêtement de porter la Russie autant que possible de façon à ce que la Russie demeure crédible alors qu'elle était dans de grandes difficultés intérieures. А нужно помнить, что в 90 что там годы французская дипломатия помогла реально поддержать и помогать России, потому что Россия была в такое очень плохое состоянии. Dans ce contexte, notamment, la France, en fait, il y avait d'un côté Zbigniew Brzezinski, le grand stratège américain qui déjà théorisait l'idée qu'il fallait unir une sorte d'Europe continentale jusqu'à l'Ukraine, c'est-à-dire la pointe ouest de l'Eurasie avec la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine pour faire bloc contre la Russie, parce que sans l'Ukraine, la Russie cessait d'être européenne. Donc encore une fois, il s'agissait de séparer l'Europe en détachant artificiellement l'Ukraine de la Russie. И нужно помнить, что в 90-м году были Брезинский, да, этот аналисты, которые вот уже сделали эту стратегию, да, что была нужна соединить все Европы с Украиной против России, была уже эта идея, была уже эти стратегии.
Dans ce contexte-là, la France était au contraire, dès cette époque-là, pour une neutralisation de l'Ukraine, en tout cas pour surtout ne pas considérer l'Ukraine, ne pas vouloir intégrer l'Ukraine comme membre de l'OTAN. Ça a été répété par la diplomatie française à plusieurs occasions. Ça, c'était simplement la solution de bon sens, mais également basée avant tout sur un respect français sur une vraie compréhension du monde orthodoxe, étant entendu que quand on parle d'Ukraine ou quand je parle d'Ukraine ou des Ukrainiens, non, ce sont des Russes d'Ukraine historiquement. Et rappelez-vous également que la ville d'Odessa, a été fondée par le comte de Richelieu. J'entends qu'il y a une histoire dont la véritable France a le souvenir, et la France en ce sens n'a jamais été anti-russe, ça c'était le contexte de l'époque. И вот в этом году, например, Франция была, чтобы Украина остается нейтральная. Франция, это было как 30 лет назад, еще поняла, что вот Украина, ну, украинцы это реально это русские, которые живут на Украине, и что, например, Одесса это город, кто создал Одессу, это была Ришелье. Так что были еще такие люди во Франции, которые помнили это общая история. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant qu'à l'époque, le comte de Richelieu n'avait pas voulu pactiser avec l'Angleterre qui venait de financer et de créer la Révolution en France et s'était dit que pour son pays, il allait être plus utile d'aller en Russie faire œuvre utile plutôt que ou bien participer avec les révolutionnaires en France ou bien avec les Anglais dans des manipulations qui étaient en réalité très piégeuses encore pour diviser la France. Pour un élément très peu connu, en 1794, un agent britannique voulait partitionner la France, voulait séparer la France, comme la Russie durant les années 90. C'est toujours un rêve mondialiste que de détruire des États puissants. France, Russie, vraiment même combat. D'accord. И Ришелье, это очень интересно, почему он работал для России, потому что это когда была революция во Франции, и эта революция, кто поддержал вот масоны, которые работали для Великобритании, и он не хотел поддержать это. Он решил, что он будет полезнее для Франции, когда он работает для России. И что это очень интересно, это что был даже план, чтобы разделить Францию. Как у них есть сейчас план, чтобы разделить Россию в кусочках. L'élément après qu'il nous manque, ça a été en 2003 que la France, avec l'Allemagne et la Russie, a dit non, a été le fer de lance, la France, du non à la guerre d'Irak. Tandis que l'Allemagne n'était pas très habituée à être souveraine depuis 1945 face aux États-Unis et que la Russie était encore convalescente. Mais en tout cas, c'était une alliance continentale très vertueuse qui rappelait une alliance très peu connue, qui datait du 18 juin 1895, 80 ans après Waterloo. И нужно помнить тоже, что в 2003 году Франция, Германия и Россия все вместе сделали альянс против войны в Ираке. И этот альянс очень-очень старая. Она уже из 1895 году, 80 лет после Ватерлоо. 1895, nous avions une alliance franco-germano-russe dans un contexte qui aurait empêché la Première Guerre mondiale. Sauf qu'à ce moment-là, on oublie aujourd'hui qu'il y a eu des manipulations en Allemagne et encore plus en France avec l'éviction de Gabriel Hanotto, avec l'assassinat du président Sadi Carnot. И вот эта альянс, которая была тоже Франция, Германия, Россия, бы смогла делать так, что не будет Первой мировой войны. Но были манипуляции, ну, например, это убийство президента Сади Карно. Et également l'affaire Dreyfus. J'ai oublié, très importante affaire Dreyfus, dont on dit certaines choses en oubliant le point précis, c'est que l'affaire Dreyfus, on dit, les patriotes disent, il y a des raisons, etc. La vraie raison, l'affaire Dreyfus, c'était de retourner de nouveau la France contre l'Allemagne pour empêcher cette alliance franco-germano-russe. Et donc, d'ores et déjà, à partir de ce moment-là, comme l'avait déjà prédit Bismarck lorsqu'il a été évincé, c'était déjà un nouveau conflit mondial qui se préparait dans lequel toute l'Europe continentale allait avoir quelque chose à perdre.
Мгм. А идея за делом Дрейфуса, это была разбить альянс между Францией и Германией. Что эти две страны опять противники. Et donc revenons en 2003, de nouveau, une alliance franco-germano-russe, à partir de laquelle la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice avait dit, bien, nous allons pardonner à l'Allemagne, ignorer la Russie, punir la France. А, это альянс против войны в Ирак в 2003 году. Так что Франция, Германия, Россия. Американский секретарь Кондолиза Райс сказала, мы будем простить Германию, мы будем игнорировать Россию, и мы будем наказывать Францию. C'est-à-dire que, alors que cette guerre était totalement illégale d'un point de vue international, injustifiable, la France a eu le courage de dire non, et dans un contexte où la Russie était trop faible pour elle avoir trop de courage parce que financièrement elle était encore très handicapée, la France avait donc pris la tête de cette coalition et donc la France est apparue comme la première cible d'un point de vue anglo-américano-israélien parce qu'à l'époque nous étions souverains dans tous les domaines stratégiques. Ага. И вот в 2003 году Германия еще не была полной, ну, ее суверенитет еще не была полная, да, ты понимаешь, потому что после Второй мировой войны они были как протекторат США. Россия была еще в плохом состоянии, да, мы только начинали быть чуть-чуть получше, но это было еще не так. Так что Россия не смогла играть большую роль, так что это Франция, которая играла очень большая роль в этом альянсе. И это почему она была потом первая цель пропаганды из США, Великобритании и Израиля. Et c'est là qu'il y a eu entre 2003 et 2007 plusieurs manipulations politiques qui ont abouti à torpiller Dominique de Villepin en tant que dauphin et successeur potentiel de Jacques Chirac, qui donc Jacques Chirac portait vraiment une diplomatie juste avec les pays arabes et tout à fait russophile. Jacques Chirac parlait russe couramment et il était très ami avec Vladimir Poutine. Donc on a eu 4 années de déstabilisation multiples. Так что после этого были 4 года, когда они вообще мешали полностью в политике Франции, чтобы Доминик де Вильпен не может быть президентом после Жак Ширак. Нужно помнить, что Жак Ширак говорил по-русски. Он был вообще друг с Владимиром Путиным. Так что они сделали все, чтобы разбить это движение, которое было за Россию. C'est très agréable pour moi d'entendre russe. Je m'aperçois que je comprends beaucoup de choses, mais je ne l'ai pas du tout en actif. Donc, et il y a eu au bout de 4 ans de déstabilisation vraiment fine, qui préfigurait d'ailleurs la situation de guerre civile en France. Nous avons eu des émeutes artificielles immigrées derrière lesquelles il était évident qu'il y avait les services anglo-américano-israéliens, mais également les réseaux fréristes, frères musulmans et compagnie, qui de longue date sont contrôlés par ces 3 premiers-là. C'est la France qui a été d'ailleurs les premiers à dénoncer ça dès 1930, c'est-à-dire le contrôle artificiel du djihadisme par les Britanniques, c'est la France qui l'avait dénoncé. И когда были эти 4 года, были много дестабилизации, например, были беспорядки, которые были сделаны из США, Великой Британии и Израиль с помощью этих движений, как мусульманские братья, которые все под контролем, как, например, Великой Британии, и это очень-очень давно. И они сделали все, чтобы дестабилизировать ситуацию во Францию. J'ai traduit notamment un livre précisément sur ce point. Donc nous avions notamment ces émeutes dans les banlieues qui agitaient les immigrés, qui créaient artificiellement une sorte de peuple extérieur à l'intérieur du peuple français pour créer une situation de guerre civile. C'était la première chose. Puis il y a eu l'affaire Clearstream, il y a eu le CPE, mais plusieurs affaires très sensibles et même une intoxication avec l'affaire Clearstream de Dominique de Villepin qui pensait pouvoir torpiller Sarkozy alors qu'en réalité l'affaire était subtilement conçue pour qu'au final ce soit Villepin qui se retrouve torpillé. Были вот все эти беспорядки, которые были как начало, гражданская война во Франции, плюс были несколько дела по поводу финансов, как Clearstream,
где Доминик де Вильпен думал, что он может играть, чтобы разбить позицию Николя Саркози, но дело было сделано так, что это он сам, делал сам саботаж. Et donc tout ceci a permis au final de faire passer, de faire arriver au pouvoir un président Sarkozy qui en réalité devrait être surnommé Sarkozy-Wiesner puisque son mentor était un patron de la CIA, Frank Wiesner. Et donc nous avons eu à la tête de l'État français un président français juif très lié à la CIA qui a été à partir de 2007 l'artisan de la destruction de l'indépendance française, préparant le retournement de la France en défaveur de la Russie, contre la Russie. И так, что в 2007 году мы закончили во Франции с президентом Николя Саркози, который активно работал с ЦРУ, который еврей и который менял полностью политику Франции на отношения с Россией. Et à partir de 2007, donc, nous avons eu la montée progressive. Donc, il faut vraiment comprendre ce retournement diplomatique associé à une large propagande médiatique pour justement retourner également par des artifices médiatiques, par de l'ingénierie sociale, pour retourner le peuple français contre la Russie. Selon le vieux principe léniniste, un mensonge répété 1 million de fois devient vérité. Так что было это, они меняли французскую дипломатию, плюс они сделали очень активную пропаганду, чтобы менять мнение обычных французов с отношением с Россией. На принципе, который Ленин сам сказал, что когда ты говоришь ложь миллион раз, это закончится правдой. Et donc, ça, plus différentes déstabilisations contre la Russie, notamment l'Euromaïdan en 2014, l'affaire absolument humiliante pour la France de la non-livraison des bâtiments de guerre à Mistral, des porte-hélicoptères Mistral, et également de très bizarres attentats terroristes qui arrivaient comme par hasard à chaque fois que la France menaçait de redevenir indépendante diplomatiquement et surtout en faveur de la Russie, notamment les attentats Charlie Hebdo de début 2015. Вот, и потом были несколько дестабилизаций против России, вот, как Евромайдан. Это большой скандал во Франции, когда Франция решила не делать доставку эти корабли, которые Россия заказала, эти Мистрали. И каждый раз Франция хотела чуть-чуть быть не так русофобы, да, не так против России. Были теракты, как эти теракты Charlie Hebdo. Donc, aujourd'hui, la situation, c'est selon une vieille expression française, en fait, les anglo-américano-israéliens se sont payés une danseuse avec l'actuel président Macron. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement. Après Nicolas Sarkozy, nous avons eu le très mou François Hollande et surtout nous avons eu un conseiller à l'économie dans le dos du président Hollande en marge du ministère de l'économie. Donc c'était le président Macron qui a conspiré contre les intérêts stratégiques français avec l'affaire Alstom qui est la plus emblématique des affaires dans lesquelles le président Macron a agi de façon délibérée comme un véritable traître pour liquider l'indépendance stratégique justement que nous avions en 2003. C'est ce Macron-là qui a été élu président ensuite. И нужно понимать, был Николя Саркози, а потом у нас был Франсуа Олланд. И когда Франсуа Олланд был президентом, il était quoi Macron à l'époque? Il n'était pas ministre conseiller à l'économie dans le dos auprès de François Hollande. И был какой советник о экономии, когда был Франсуа Олланд, это был Эммануэль Макрон. И он делал все, чтобы полностью разбить стратегический суверенитет Франции. Например, Alstom. Он продавал Alstom американцам. И так сейчас этот человек президент Франции. Sachant que Alstom, c'était l'énergie, c'était les sous-marins, les centrales nucléaires, les sous-marins nucléaires et également la traque de satellites. 3 activités stratégiques. Et donc, Macron a conspiré avec un cabinet américain
en lien avec les intérêts stratégiques américains. Il y a eu une affaire mafieuse d'extrême intimidation de la part des États-Unis qui ont intimidé judiciairement des membres d'Alstom aux États-Unis. C'est une affaire absolument mais délirante. Pourtant, la France ne s'est pas du tout défendue. Preuve en est que la France était vraiment tenue par des intérêts étrangers. Mais donc l'aboutissement, c'est qu'aujourd'hui, la France, dans des activités stratégiques, n'est plus souveraine et que Macron, de fait, a nécessairement touché de l'argent pour cela. Mais donc, une fois Macron arrivé au pouvoir, là, c'est le début, c'est vraiment une accélération de la destruction de la souveraineté française et donc, comme je l'ai dit au tout début de cet entretien, la vassalisation, disait je te laisse traduire ça, pardon. Alstom, например, это была ядерные электростанции, ядерный подводный корабль и тоже систем трекинг спутники. Так что это была очень стратегическая компания. И Макрон сделал все, чтобы США может их купить. Были очень позорные давления, юридические угрозы против сотрудников Alstom в США. И Франция ничего не сделала. И с Макроном мы реально на самый верх момент, когда у Франции абсолютно суверенитета больше нет. Et donc, comme disait un grand expert du pétrole, Pierre Fontaine, expert français, la vassalisation, la vassalité entraîne la complicité de guerre. Et là, entre les deux sujets stratégiques que nous venons de brosser, c'est-à-dire l'histoire profonde avec la franc-maçonnerie en tant que futur réseau de subversion, plus les aspects chrétiens face à l'orthodoxie, et le deuxième sujet, donc la la vassalisation de la France, nous avons tout ce qu'il faut pour comprendre comment donc les gouvernements français en sont arrivés à cette apparente détestation de la Russie. Но когда мы берем, что мы говорили на первый вопрос и что у нас есть сейчас, факт, что сейчас во Франции суверенитета больше нет, и когда ты в такой ситуации, вот это уже путь до поддержки войны. И чтобы понимать, почему у нас есть сейчас власти во Франции, которые ненавидят Россию, нужно собирать все эти элементы вместе. Donc là, vous avez vraiment tout pour comprendre comment les gouvernements français actuels en sont arrivés à cette absolue, à cette agite-propre, à cette détestation, à cette véritable haine anti-russe, mais qui prospère dans les médias français comme ça ne s'est jamais vu, et au-delà de toute rationalité, on est vraiment dans un contexte aujourd'hui, en France, soviétique, réellement soviétique. Il y a d'ailleurs beaucoup d'anciennes histoires drôles soviétiques qui peuvent complètement être recyclées en France actuellement. И он говорит сейчас, что вся эта русофобия, она даже в французской СМИ на такой уровень. Это уже как пропаганда, когда был СССР, и он говорит, что есть много шуток, которые были из времени СССР, которые ты можешь сейчас уже транслировать на ситуацию Франции. Un exemple, par exemple, pour Paris. Paris, c'est très choquant aujourd'hui quand les touristes arrivent à Paris. Il y a encore, ça s'est considérablement dégradé en 15 ans. Il y a 15 ans, c'était encore agréable. Paris, là, aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Et j'ai trouvé une blague soviétique qui disait, ouvrez les guillemets, est-ce qu'il est possible de transformer Paris en ville socialiste? Alors la réponse était, oui, mais ça serait dommage. Например, по поводу Париж, он говорит, что сейчас город больше ничто. Он был 15 лет назад, и он нашел, что какая шутка, которую ты можешь адаптировать, по поводу Париж, это возможно делать Париж социальный советский город, да? Да, возможно, но это было бы жаль. Такой. Et donc ça, c'est pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, nous sommes gouvernés à tous les niveaux, en tout cas les plus hauts niveaux, par des gens qui sabotent la France et qui sabotent délibérément la diplomatie française dans une ambiance exacte qui était celle du bolchevisme à l'époque de la Russie. Notamment l'idée qu'il s'agit de contrôler l'armée française pour la détourner contre la Russie. Et on le voit clairement aujourd'hui. А сейчас во Франции ситуация такая, что все люди, которые на верхние уровни власти, они все на такое состояние против России.
И они даже сейчас, как большевики сделали в России, манипулируют армию, французскую армию против России. И мы видим уже это. Et donc ça, c'est un grand sujet de honte. Mais donc pour répondre à la question, nous avons fait deux boucles très importantes pour vraiment comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle. Mais donc il faut bien distinguer la façon dont les élites, les soi-disant élites françaises, sont en réalité de fausses élites qui sont là pour détruire et saboter la France, mais également pour la dresser militairement contre la Russie. Так что нужно реально понимать, как мы закончили в такой ситуации, где у нас есть якобы элиты, политические элиты, которые делают просто саботаж Франции и которые реально против России. Et de l'autre côté, le peuple qui historiquement le peuple français n'a jamais été anti-russe. Par contre, par ingénierie médiatique, les Français sont de plus en plus tout de même en train de devenir perméables à cette propagande anti-russe. Et ça, c'est dramatique. C'est d'autant plus significatif pour moi que j'ai vu ceci arriver, notamment en 2011, à l'occasion de... Enfin, il y a eu une aggravation au fur et à mesure, mais notamment à partir de 2011. Et je l'ai vu venir à cette époque-là, et aujourd'hui on y est vraiment. C'est une réelle russophobie, mais délirante, qui semblait impossible à l'époque, mais qui est progressivement arrivée dans nos médias. Et aujourd'hui, quand on entend les médias français, mais on est vraiment dans la propagande subversive, c'est extraordinairement... ça, c'est du feu roulant sans fin, anti-russe. И народ Франции, который исторически не против России, но сейчас есть такая сильная пропаганда против России на всех французских СМИ. Это сейчас такой уровень, он говорит, это реально позор. Что потихонечку мы видим обычных людей закончить тоже русофобией. И это реально очень, очень жаль. И он говорит, он видел это уже в 2011 году, когда это реально начинал. И он говорит, сейчас это вообще на полный уровень. Так что, к сожалению, даже если исторически французский народ не против России, сейчас есть очень сильная пропаганда, чтобы менять это. Ça veut dire que malgré le fait que le peuple français n'avait réellement jamais été anti-russe, et il y a quand même l'idée que l'histoire, premièrement, est très peu apprise des relations entre la France et la Russie, et la propagande médiatique fait quand même son œuvre. Et j'ai moi-même vécu en tant que prof d'allemand en milieu français, la façon dont on est pris pour un odieux fasciste quand on ose dire que Vladimir Poutine n'est pas vilain. Ça devient une caricature extraordinaire. Et il faut de plus en plus, et c'est là où pour nous il est important réellement de lire les dissidents de l'Est, parce que nous sommes en train de vivre de plus en plus la même chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'esprit préparé, et surtout les bons arguments ou la bonne connaissance en profondeur de l'histoire, pour ne pas être, pour oser faire face à cette propagande extraordinaire qui est vraiment de plus en plus, c'est au-delà de la malveillance, c'est vraiment totalement mensongère, mais ça devient de la caricature. А сейчас эта пропаганда, это уже как карикатура, но это работает, потому что люди меньше и меньше знают историю. Меньше знают историю отношений между Францией и Россией. И он говорит, что сейчас во Франции нужно больше читать эти люди, которые убежали от СССР, потому что они жили, то, что мы живем сейчас во Франции, и нужно реально знать, реально хорошо знать историю отношений между Россией и Францией, чтобы воевать против этой пропаганды. En conclusion, pour moi, le gros problème, c'est avant tout que de France, on connaît très peu la Russie, et on connaît encore moins son histoire, ou quand on la connaît, c'est à travers un prisme révolutionnaire post-1789 ou bien révolutionnaire post-1917. C'est-à-dire que la réalité de l'histoire russe, pourtant, est connue dans de vraies sources françaises qui étaient très laudatives et très pro-russes. Je vous donne un exemple, là j'ai là juste à côté, un livre très rare de 1914, dédicacé, dans lequel on apprend justement ce sont les réelles statistiques de
notamment du développement extraordinaire de la Russie avant 1914. Personne ne sait aujourd'hui à quel point des réformes extraordinaires avaient été faites en Russie avant 1914 et à quel point la Russie serait devenue précisément, les statistiques sont notamment données dans ce livre-là, que personne ne connaît en réalité aujourd'hui, seuls les vrais initiés. En 1948, la Russie aurait été la première puissance du monde et surtout, la Russie n'était pas belliciste. La Russie aurait dû en réalité être le fer de lance de l'Europe dans le cadre d'un développement vertueux, où la Russie d'ailleurs était très francophile, également germanophile, etc. Pour moi, c'est intéressant. Je laisse traduire. И он говорит, что очень мало людей во Франции знают историю России, но реальную историю. Он говорит, что вот у него есть книга, например, которая была реально за Россию, который был опубликован в 1914 году, где есть все статистики развития России, и откуда ты понимаешь, что если не было бы этой революции в 17 году, в 1948 году Россия была бы уже самая мощная страна в Европе. И это была мирная страна, это была страна, которая не хотела воевать. Значит, она была бы вообще как локомотив развития всей Европы, но мирно. Не через войну, не через... И это было бы вообще уже другой мир, если мы можем это сказать. Et cela aurait engendré un équilibre civilisationnel d'ailleurs entre toute l'Europe, Russie évidemment en motrice, face au monde asiatique, face au monde moyen-oriental et africain. Il y aurait vraiment eu un équilibre des civilisations naturellement. Sauf que les plus opposés à ça étaient bien sûr l'Empire britannique d'une part, mais aussi la partie la plus subversive du judaïsme polonais et russe, russo-polonais, dont les pires révolutionnaires avaient été exilés jusqu'à Wall Street depuis Wall Street, ils ont soutenu la révolution bolchevique. Sachant que l'Empire britannique avait voulu impliquer la Russie dans les guerres balkaniques dès 1912 puis 13, et c'était notamment Raspoutine qui avait refusé cela. C'est la raison pour laquelle après il y a eu une série d'intrigues avec peut-être même un sosie de Raspoutine. Il y a une bizarrerie de ce type-là. En tout cas, les Britanniques, derrière le nationalisme serbe, et d'ailleurs avec la franc-maçonnerie, ont organisé la mise à sac, la destruction de l'Europe, c'est-à-dire un complot en réalité, voilà ce que dit l'ancienne expertise française, la Première Guerre mondiale avec une France complètement soumise, servant de petits soldats de l'Angleterre, c'est globalement ce que nous avons été après 1815. La Première Guerre mondiale était un complot pour détruire à la fois l'Allemagne monarchiste et la Russie tsariste, parce que les deux avaient un modèle de développement vertueux, et que l'Europe continentale, une fois développée, rendait l'Empire britannique inutile, notamment grâce aux transsibériens. Pardon, c'est un peu... И если это был бы такой мир, тогда был бы баланс между цивилизацией в Европе и в Азии, например. Но это не было в интересах Британской империи. И эти русские, польские евреи, которые были уже давно в Уолл-стрит, и которые решили работать, чтобы разбить все это. И это почему они сделали все через сербский национализм и так далее, чтобы вот начинать эту войну в Европе, это Первая мировая война, чтобы разбить и Францию, и Россию. Donc là, nous avons vraiment à la fois le fond du sujet et le gros problème dans le relationnel aujourd'hui que les Français peuvent avoir à la Russie. Et en ce sens, moi, je fais figure d'exception puisque ma famille était historiquement à la fois germanophile et russophile. C'est-à-dire que nous connaissons l'histoire et notamment mon papy, je suis né en Normandie, mon grand-papy qui était donc normand, m'avait toujours dit, quand on connaît le débarquement des Alliés en Normandie, lui m'avait toujours dit, on nous dit que ce sont les Américains qui nous ont libérés, mais non. En réalité, ce sont les Russes qui avaient fait le travail. Par contre, il disait avant tout, et c'est surtout la vraie mémoire de l'Europe, c'est que tant l'Allemagne que la Russie ont été piégées par deux idéologies jumelles qui étaient conçues pour détruire et pour créer une guerre maximale, une deuxième guerre mondiale maximale, dans laquelle les Allemands les plus intelligents et les Russes les plus intelligents, précisément ceux qui savaient qui avait réalisé
la révolution bolchevique. C'était les fils Stolypine qui racontaient ça. Eh bien, cette génération-là, cette double génération allemande et russe surtout, a été massacrée durant la Seconde Guerre mondiale et c'est un drame absolu de l'histoire européenne parce que ni les uns ni les autres ne méritaient, mais les uns comme les autres étaient incapables de s'opposer à leur parti et ont été dressés les uns contre les autres, comme s'il s'agissait de déverser leur frustration pour s'entre-massacrer, alors qu'il leur aurait suffi de massacrer juste les quelques saboteurs de leur pays, qui étaient les nazis d'un côté et les bolcheviks devenus soviétiques de l'autre côté. C'est notamment l'affaire von Schleicher en Allemagne et Tukhachevski en Russie. Так, и что он говорит, он сам из семьи, где они знают историю, потому что он из семьи, которые и любит Германию и любит Россию, так что у него была этот шанс. Но, как он говорит, все было разбито во Второй мировой войне, где были двойные идеологии, одна в Германии, одна это было в СССР, которые были сделаны так, что это, в конце у тебя будет такая война, где полное поколение, которое помнило, кто сделали все эти революции и так далее, было полностью разбито, полностью уничтожено в этой войне. И это реально большой траур. J'ai terminé la réponse à cette question. J'insiste justement sur un point, c'est que la véritable et vieille expertise française permet de comprendre beaucoup de choses aujourd'hui dans ce que la Russie a subi et également de renforcer la Russie aujourd'hui si elle est bien comprise, justement parce qu'une partie de la guerre d'Ukraine capitalise, en fait, c'est l'OTAN qui capitalise sur des séquelles qui ont été laissées non pas par la Russie en Ukraine, mais par le bolchevisme contre les Russes d'Ukraine. Et ça, c'est vraiment la vraie présentation des choses, mais c'est contre la vision soviétique de l'ancienne histoire par rapport à l'Ukraine, etc. C'est grâce à ça, grâce à certaines mésententes, que l'OTAN peut aujourd'hui balancer tous ses mensonges pour créer cette guerre-là et discréditer la Russie. Mais en tout cas, l'histoire de France peut être, enfin la vision française de l'histoire de la Russie peut rappeler justement toutes ces choses-là. И что это, где французский экспертиз очень важен, это чтобы понимать, что сейчас на Украине НАТО играет на эти конфликты, которые были не сделаны не от России на Украине, а от большевики. Все эти конфликты, которые они оставляли, которые, вот эта история, которую они строили для Украины, и это отсюда, что НАТО нашел место, там кнопка, на куда они могут нажимать, чтобы дискредитировать сейчас Россию и вот делать этот конфликт, который есть сейчас. J'ai donc terminé ma longue réponse à la question, mais je pense que c'était des éléments très importants. Он закончил ответ на это, очень длинный ответ, но он думает, что это очень важно дать все эти элементы. Вы, наверное, слышали о гибели на Украине французских наемников. Мне доводилось слышать, что на Украине воюет французский легион. Скажите, Франция вступила в войну с Россией? Alors, quelque chose, on va dire, d'un peu moins touchy, vraiment, quand même. Est-ce que vous avez entendu parler de la mort de mercenaires français en Ukraine? Faïna a entendu dire donc, que ça serait la Légion française qui combattrait en Ukraine. Est-ce que ça veut dire que la France est entrée en guerre contre la Russie? Alors bien sûr, j'en ai entendu parler, bien sûr que c'est touchy quand même. Par contre, évidemment, la France a produit des démentis particuliers. Ce n'est pas du tout la Légion étrangère qui combat en Ukraine, mais c'est la bonne vieille tradition des mercenaires anglo-américains très sales, c'est-à-dire que on fait sortir les gens du registre. En fait, ce sont des volontaires. Ce n'est pas la France qui les envoie, mais la France en réalité ne les dissuade pas. Et il y a un climat idéologique qui les y encourage en réalité, mais la France ne les encourage réellement pas. C'est davantage le climat idéologique qui les encourage. Mais donc on les fait sortir du registre des armées, et après ils se débrouillent, mais ils sont payés par du mercenariat, soi-disant ukrainien, qui est en réalité anglo-américano-israélien derrière. Mais il n'y a réellement pas de lien direct avec la France, néanmoins c'est une affaire qui évidemment gêne la France aux entournures. Je te souhaite bon courage pour traduire l'expression. Это не легион, это не иностранный легион. Это наемники, которые
Ну, в реальности это французский солдат, который Франция не держит, когда они добровольно решают уйти от армии, чтобы потом работать как наемники для Украины. Но в реальности, конечно, это не Украина, которая оплатит их зарплату. Конечно, это все такие наемники компании, которые из США, Великой Британии, Израиля, и которые оплатят все этого. Так что это не прямо, как Франция на войне с Россией, это не прямо связи с Францией, но французские власти, скажем так, закрывают глаза на все это. Так что они не толкают этих солдатов, чтобы они шли от армии и делать такие контракты. Они самодобровольно, но есть все пропаганда, чтобы получить такие добровольцы. Но, конечно, даже и так это не очень комфортно для Франции. Готова ли Франция к войне с Россией? Или же она постарается сохранить мир? Est-ce que la France est prête à entrer en guerre contre la Russie ou est-ce qu'elle va quand même essayer de maintenir la paix? La France, ça dépend de si on parle de la vraie France ou de la gueuse détournée. Non, bon, de Alors, la situation actuelle, on va dire, bien avec les sûr, autorités bien dans la sûr. situation actuelle. Alors, en aucun cas la France ne va rentrer en guerre contre la Russie. La France va juste endosser la logique, la sale logique anglo-américano-israélienne, c'est-à-dire que nous allons emprunter sur les marchés financiers anglo-américains pour payer toujours plus d'armement. Et en fait, ils sont en train de faire ce qu'ils avaient fait durant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que soudainement, ils nous donnent plein d'argent pour produire plein d'armes et pour en envoyer plein en Ukraine. Ce faisant, la France, d'un point de vue du droit international, enfin, de toute façon, le droit international est totalement bafoué, mais il était déjà bafoué durant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est vraiment, ça va être mon sujet de thèse, en fait, parce que c'est extraordinaire, on en reparle après, je pense. Mais donc, à l'arrivée, l'idée, c'est de faire financer la France, c'est-à-dire les marchés, et de faire financer donc, la guerre d'Ukraine via des armements français, en espérant, du point de vue des gouvernements français, de ne jamais du tout être impliqués, alors qu'on est durement impliqué. C'est absolument inadmissible d'un point de vue du droit international. On est en roue libre. Он говорит, что никогда Франция не будет на войне с Россией. Это просто, ну, on peut dire que c'est de la propagande pour justifier ses achats d'armes, en fait. C'est rodomontade, да, on peut dire ça. Просто... Subversion, utilise le terme subversion. Сейчас просто это... Они все играют, как мы будем на войне с Россией. Зачем? Чтобы толкать Францию, чтобы она берет кредиты на все эти международные финансы и кругли, чтобы отправлять на Украине больше и больше оружия. И на самом момент говорит, ну... Мы не на связи с этим, мы не виноваты, если они убьют, да, мирных жителей или что-то с этими оружием, даже если это не так, и если что Франция делает сейчас, это против международного права. Так что это просто риторика. Это просто риторика, но Франция не будет на войне с Россией никогда. Je pense qu'il est très important de rappeler un point, c'est ce que j'appelle, et ce que justement j'appelle la subversion financière internationaliste, ou la subversion internationaliste, à partir des écrits notamment des théoriciens américains, etc. Mais vraiment, ça c'est l'ancienne expertise française, la subversion avec un grand S en tant que fait historique, c'est-à-dire un grand mouvement depuis la Renaissance de financiers internationalistes qui veulent détruire les États. Pourquoi? Parce que contrairement à la propagande marxiste, je parlais tout à l'heure des séquelles de la propagande marxiste, soviétique, etc., l'État, normalement, est la structure de protection du peuple. Alors, rappelez-vous d'ailleurs que les révolutionnaires, avant 1917, reprochaient à la Russie d'être un méchant État qui détruit le peuple. C'était absolument faux. Le peuple russe était vraiment... L'État tsariste faisait vraiment ce qu'il fallait pour le peuple, et notamment aussi pour les Juifs, contrairement à ce qu'ils en disent. Mais donc, je vais te laisser traduire jusque-là. Ну, да, что нужно понимать, это реально субверсия из финансы, международные финансы, чтобы разбить государство. Потому что государство это что защищает народ. И если ты смотришь
пропаганда из Маркса и так далее, это ты видишь, это что они обвинили, например, царя и царское государство за факт, что якобы они работали против народа, и он говорит, что наоборот. Наоборот, они защищали народ, русский народ, евреев, и они делали все, что нужно. Так что идея все эти финансы – это разбить эти государства, потому что они барьер, они ограничения для них. Cette idée est extrêmement importante, c'est que l'État, normalement, donc, protège le peuple. Il protège le peuple contre 3 menaces. La première menace, c'est bien sûr la menace physique. La deuxième menace, c'est la menace financière, c'est-à-dire comme dans Dostoïevski, l'usure qui peut ruiner les peuples, l'État doit interdire ça. Ça s'appelle de la régulation économique. Ou alors, depuis Evgeny Primakov, c'est la lutte contre la criminalité financière internationale. C'est l'exacte appellation, elle n'existe pas en France alors que c'est parfaitement vrai. Et la troisième menace, c'est la menace idéologique, typiquement le marxisme. C'est-à-dire la menace des idéologues qui vont dire au peuple, regardez, votre État est méchant. Donc l'État doit protéger contre cette menace physique qui est évidente, mais également contre la menace financière qui est aussi assez évidente, mais on sous-estime la menace idéologique. C'est ce qui a créé 1917 et la destruction de l'État russe sur fondement de mensonges qui ont laissé encore des séquelles chez les gens qui ont été exposés à la propagande marxiste, c'est-à-dire en disant « ouais, l'État, vous savez, c'est pas gentil ». Donc ça, c'est très important de le rappeler parce que c'est la raison pour laquelle, parce que l'État protège le peuple, c'est la raison pour laquelle la subversion financière internationaliste veut détruire l'État pour plumer le peuple comme dans les années 90 en Russie. Нужно понимать, что государство защищает народ против 3 угрозы. Первая – это физическая угроза. Все понятно. Вторая – это экономическая угроза. Все эти люди, которые попробуют нам дать больше и больше кредит, и через эти кредиты в конце ты закончаешь ты раб. Ты просто раб. Вот. А третья угроза – это идеология. Все эти идеологии, как Маркс и так далее, которые хотят разбить государство. Так что государство, у него есть вообще очень важная роль об этом защищать народ от этих 3 угрозы. Много людей, они понимают, первые угрозы, несколько, может быть, второй, а третья, это очень важно. И это почему все эти идеологии попробуют разбить государство, как они сделали в 1917 году, например. Et donc, en conclusion sur cette question-là, le point précis, c'est que la subversion internationaliste subvertit les États, puis après elle se sert de ces États-là pour subvertir les États qui résistent encore. Regardez qu'il y a un effet de vase communicant. Par exemple, avec la révolution bolchevique, pendant l'époque soviétique, la France tenait bon face à, de fait, ce qui était une subversion internationaliste, mais ça n'a jamais été un produit russe. Ça, c'est l'ancienne expertise française diplomatique qui le disait, c'était le comte de Saint-Aulaire, un personnage très important de la diplomatie française, qui disait que l'URSS, ce n'était que la Russie, devenue la proie d'un syndicat organisé pour la destruction des nations. Et c'est cette même subversion-là qui agit tantôt sur un pays, tantôt sur l'autre, et aujourd'hui, elle agit depuis la France et depuis le reste de l'Occident subverti contre la Russie, qui au contraire est entrée en renaissance, en fait. И вот все эти, можем сказать, экономические преступники, потому что мы можем это сказать так, они играют с одной страной против других стран, которые резистируют. Например, сейчас они играют с Францией против России, потому что сейчас Россия резистирует. А раньше они играли с СССР против стран, как Франция, которая резистировала. Так что это всегда такие системы. Они берут одну, если они могут брать контроль на одной стране, они потом берут эту страну, чтобы попробовать разбить другие резистируют. Donc, comme la Russie a été, à partir de 1917, la proie d'un syndicat organisé pour la destruction des nations, notamment par le détournement de l'armée russe contre le peuple et ensuite contre d'autres pays, aujourd'hui, aujourd'hui c'est exactement la même chose pour la France. La France est aujourd'hui la proie d'un syndicat organisé pour la destruction des nations.
Et c'est la France qui, en ce sens, est utilisée contre la Russie en surarmant l'Ukraine pour créer dans l'espoir mondialiste, en fait. C'est une idéologie, donc l'idéologie de la finance internationaliste, c'est ça, c'est qu'il faut un gouvernement mondial parce que les États c'est mal et les peuples c'est mal, etc. Tout cela pour des raisons idéologiques, pour le bien des peuples, etc. Mais donc il faut détruire les États, alors que en fait c'est un mensonge. Ils détruisent les États parce qu'ils empêchent de se goinfrer sur le dos du peuple comme durant les années 1990, mais à l'arrivée, pour des raisons idéologiques, en réalité, ils veulent une sorte de monopolisme, une sorte de soviétisme privatisé. Et ça, c'est l'ancienne expertise française. Mais aujourd'hui, c'est la France qui est la proie de cela contre la Russie. Да, но сейчас мы видим, что да, Франция это просто товар на это войне между этот, скажем так, союз, который хочет разбить государство, и Россия. Ну, это почему мы видим вот этот союз экономических преступников, они хотят разбить эти государства, да, они нам говорят, что нужно одно государство для всего мира, что все эти разные страны, государства не надо, это плохо для народов и так далее, и так далее. Почему? Потому что все эти государства – это ограничения, чтобы они могут собирать больше и больше деньги на спине народов просто. Так что сейчас, к сожалению, это Франция, которая товары, которые дают оружие Украине, чтобы попробовать получить этот коллапс России. Et donc, en conclusion de ce point, c'est extrêmement important de comprendre que la renaissance de la Russie, à partir de Yevgeny Primakov, puis Vladimir Poutine, en fait, Vladimir Poutine a été promu par des gens qui espéraient pouvoir faire de Poutine un idiot qu'on allait mener. En réalité, c'était un crétin qu'on mènera, c'était l'expression contre Napoléon III à l'époque, un crétin qu'on mènera. Et sauf que Poutine a réellement continué l'œuvre de Primakov et vraiment le travail a été fait pour la renaissance de l'État russe dans ce qu'il a de triple fonction sacrée de protection du peuple dont nous venons de parler. Et dans ce contexte-là, c'est là qu'on a commencé à diaboliser à nouveau la Russie. Mais ça venait des gens qui se sont goinfrés et turbo-goinfrés durant les années 90. On a un exemple avec Bill Browder, on connaît Khodorkovsky, mais aussi Bill Browder, qui se goinfrait à 232% avec son fonds Hermitage durant les années 1990, et qui, derrière Navalny, était là pour dire que oui, la démocratie en Russie. Non, non, la réalité, c'est que ce monsieur-là, en finançant un pantin abruti comme Navalny et le soi-disant château de Poutine, ces gens-là reprochent à Poutine, soi-disant, d'avoir une richesse, alors que eux sont devenus milliardaires d'une façon absolument inique et lamentable contre le peuple russe, et ce sont ces gens-là qui voudraient soi-disant le bien de la Russie et des Russes. И нужно понимать, что развитие, которое мы видим сейчас в России, начиналось с Примаковым. И когда эти люди выбрали Путин, да, как новый президент первый раз, они думали, что он будет как кукла, которую они смогут манипулировать. Не было так. Абсолютно не было так. И он решил развивать Россию, чтобы она может опять играть этот роль, защищать народ, чтобы государство может опять защищать народ против этих трех угроз, о которых он говорил. И это, когда они видели это, что они начинали опять говорить о России, как что какое дьявола, да, что это очень зло, да, это такой. Потому что сейчас мы видим, что да, Россия держит этот роль, и это очень важно. Но это почему сейчас они попробуют разбить репутацию Путина. И что это очень смешно, как он говорит. Это все люди, которые попробуют делать это. Это самые люди, которые были миллионеры или миллиардеры на спине народа в эти 90-е годы. Как Ходорковский или Билл Бродер, да, которые все тебе говорят о демократии, а в реальности, что они хотят это разбить государство, чтобы они могут еще делать побольше денег. Étant entendu que ce n'est pas que Yevgeny Primakov et Vladimir Poutine, c'est vraiment les Siloviki et également énormément d'héroïsme, tant masculin que féminin d'ailleurs en Russie,
de tous ces gens, vraiment les Siloviki, c'est vraiment un hommage, mais là, il ne s'agit pas d'obséquiosité, c'est juste factuel, c'est peu compris dans cette... c'est pour ça que j'écris justement sur ces choses-là, on va en reparler peut-être après, mais on ne mesure pas à quel point la Renaissance russe a été absolument vitale et stratégique. Et on ne mesure pas également l'intelligence tactique et fine dans des Siloviki, dans le contexte de ces anciennes luttes d'influence interne au sein du judaïsme. Et c'est d'ailleurs un point qui n'est pas vraiment compris, y compris des patriotes français. C'est-à-dire que avec le judaïsme de Russie et Pologne, on avait un judaïsme d'extrême gauche hyper subversif, hyper fanatique, celui du Bund à l'époque, et de l'autre, on avait des juifs traditionnalistes qui étaient les premiers massacrés par ceux-là. C'est l'origine de cette alliance actuelle de Vladimir Poutine et des Lubavitch, et c'est-à-dire les juifs plus traditionnalistes, même si historiquement ces juifs-là ont été grandement responsables de la corruption en Russie, ce sont tout de même des gens plus traditionnalistes et plus sains, même s'ils n'ont pas le sens de l'État. En tout cas, c'est une lutte d'influence qui est rarement comprise, mais une lutte d'influence rarement comprise, mais qui est à la base de la puissance de l'Empire britannique dans ce qu'elle avait de plus négatif, alors que les Russes ont su s'allier avec les juifs les plus traditionnalistes dans un certain contexte. Mais on a vraiment deux luttes d'influence superposées. D'un côté, la subversion financière internationaliste, la logique de l'empire anglo-américain de destruction et de division de l'Eurasie, plus en addition la subversion financière internationaliste et un certain judaïsme très matérialiste. Ce sont ces deux logiques-là qu'il faut comprendre. Il faut vraiment comprendre l'extrême finesse et l'intelligence tactique. On ne peut pas faire la guerre contre tout le monde en même temps, et surtout l'influence intelligente que les Siloviki ont déployée pour, de fait, sauver la Russie aujourd'hui. D'où la raison pour laquelle elle se fait à ce point embêter aujourd'hui. А что нужно понимать, это не только Примаков и Путин, а все это развитие России, это благодаря силовикам. Это силовики России, которые спасли сама Россия. И у них есть, ну, они очень умные, скажем так, по поводу стратегии, потому что все это на фоне конфликта между двух движений евреев в России. У тебя есть евреи, которые больше, скажем так, радикальные левые, да, которые очень материалисты, которые поддерживают все эти движения, чтобы разбить российское государство. И у тебя есть больше традиционные, эти Любавичи, например, больше такие традиционные евреи, с кем Путин сделал, скажем так, что какой альянс, чтобы воевать эти других. Так что на все это фоне нужно понимать, что силовики, им было нужно делать очень умную стратегию, потому что ты не можешь воевать против всех. Так что у них есть этот конфликт между разные движения, еврейские движения, и у тебя есть этот конфликт вот с это финансы из англосаксов. Je pense qu'on a fait une grande boucle pour répondre précisément à cette question de savoir si la France allait faire la guerre contre l'Ukraine. Mais donc pour bien comprendre pourquoi on fait s'entrechoquer les nations, c'est vraiment ce qu'il fallait comprendre. Et en ce sens, il y a vraiment un parallèle avec la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le surarmement artificiel d'un pays qui, pourtant, la France entre 1815 et 1914 était bridée depuis 1817 exactement par la finance britannique. Et là, pareil, on remonte la France au cric uniquement pour se rappeler que les armements français sont excellents, mais c'est uniquement dans une perspective de guerre pour détruire un État qui, au contraire, dont nous devrions soutenir la renaissance parce que la Russie nous montre exactement ce que nous avons oublié. C'est vraiment historique en termes de vase communicant, mais il est vital pour les Russes aujourd'hui de le comprendre. Так что все, что мы говорили, это очень важно понимать, что как в как в Первой мировой войне, сейчас они берут страну Франция, которая была слабая, которую они все сделали, чтобы она слабая, и сейчас кормят с оружием, чтобы воевать против страны, сейчас это Россия, которая регистрирует все эти англосаксы финансовые движения. Donc nous avons terminé cette question-là. Так что мы закончили этот вопрос. Вы работали в экономической разведке. Можете объяснить, что это такое? Vous avez travaillé dans l'intelligence économique, qu'est-ce que c'est?
Si on peut faire concis, parce que... C'est du renseignement économique. On remplace intelligence et intelligence au sens anglais, c'est-à-dire tout ce qui est conscience. En fait, pour moi, c'est une spécialisation. Je suis juriste avant tout à l'origine. Mhm. Et en fait, c'est la compréhension des luttes d'influence en termes de guerre économique et, par exemple, typiquement l'affaire Alstom, c'est-à-dire la compréhension du fait que quand nous travaillons dans un groupe stratégique, il faut avoir une attention particulière pour la concurrence, pour le contexte géostratégique. Мгм. Ну, и так как разведка, ну, в экономии, он сам по образованию он юрист, и просто это понимать все эти конфликты, все эти, как он сказал, ну, например, когда ты работаешь в компании как Alstom, тебе нужно понимать по поводу, ну, конкурентов, но все тоже это геополитические игры, которые есть на фоне. Вот это что? Экономическая разведка. En Это lien уже avec le renseignement разведка. aussi. Это больше разведка, чем, да. En lien aussi avec les enjeux de renseignement. Да, и это тоже работает, конечно, с ставки обычные, ну, скажем так, разведки или спецслужбы. Что вы можете как юрист рассказать о сайте «Миротворец»? En tant que juriste, justement, qu'est-ce que vous pouvez dire du fameux site Миротворец? Ah, Миротворец, je ne vois pas ce que c'est. Он не знает, что это. Сейчас я объясняю. Alors, c'est un site sur lequel des gens qui parfois ont simplement émis une critique sur l'Ukraine sont listés comme ennemis de l'Ukraine. Et ils essayent sur ce... Donc, c'est une espèce de Gestapo 2.0 numérique, un site sur lequel ils mettent un maximum d'informations privées. Donc, ils essayent de trouver l'adresse des gens, leur numéro de téléphone, données de passeport. Moi, ils avaient par exemple les données de ma voiture. Ils auront les miennes demain. Hein? Ils auront les miennes demain. Et en fait, un certain nombre de personnes qui sont listées sur ce site ont été assassinées. C'est le cas d'Oles Bouzina, c'est le cas entre autres de Daria Dugina, c'est le cas de Vladen Tatarski et de bien d'autres. Et c'est vraiment un truc de néo-nazi. Et il se trouve qu'il y a à peu près 300 enfants, dont Faïna, qui sont listés sur ce site avec leurs données personnelles publiées. Donc s'ils arrivent à trouver votre adresse ou quoi, vous vous retrouvez sur ce machin exposé à la vue de tous les néo-nazis ou tous les terroristes qui travaillent pour Kiev. Donc ça fait peser une menace sur tous les gens qui se retrouvent listés sur ce site. Voilà ce que c'est. C'est sympa, moi ils n'auront pas de mal pour trouver la mienne, donc transmettez bien ce que je vous aurais dit aujourd'hui, il n'est pas sûr que je puisse le faire demain, n'est-ce pas? En réalité, ce n'est pas une logique néo-nazie, c'est avant tout une logique bolchevique. Pour bien comprendre, c'est une logique de ce judaïsme d'extrême gauche extraordinairement dangereux. C'est-à-dire que l'histoire du name and shame, soi-disant anglo-américain, c'est bien plus. Alors, c'est deux choses. Dans l'histoire, au XVIe siècle, on disait que c'était des méthodes de police italiennes. C'est quelque chose qui est consubstantiel et habituel en marge du mondialisme, c'est-à-dire que les ennemis politiques du mondialisme sont toujours ciblés par des méthodes orwelliennes, de police orwellienne, de dénonciation. On retrouve ça à toutes les époques, à l'époque chez les Médicis, puis plus tard durant l'Angleterre de la Renaissance. Ce sont des choses qu'on connaît peu aujourd'hui, évidemment avec la Tchéka et compagnie. Pour l'Allemagne nazie, c'est venu beaucoup plus progressivement dans l'histoire de l'Allemagne nazie, c'est avant tout bolchevique et c'est vraiment lié à ces méthodes d'agit-prop que l'Empire tsariste a lourdement subi. Pensez aux différents assassinats de tsars ou de princes et des attentats contre Piotr Stolypine et compagnie. À chaque fois, ce sont toujours les mêmes méthodes. On détruit les intelligences pour subvertir des pays. La logique derrière, c'est une logique de terreur, c'est une logique de destruction des intelligences. C'est d'autant plus nécessaire de transmettre et de diffuser les bons messages pour justement contrer ces gens-là. Parce que quand il y a trop peu de personnes qui le savent, ils peuvent tuer une personne sélectivement. Quand il y a beaucoup plus de personnes qui connaissent, il est beaucoup plus dur pour eux de tous les atteindre, et de toute façon, la vérité triomphe toujours. Par contre, ces gens-là font aussi beaucoup de dégâts. Pourquoi? Pour une grande raison. Pourquoi l'Empire tsariste est tombé? Parce que l'humanisme chrétien a empêché le tsar de sévir. En 1905, par exemple, l'hôtel, c'est Solzhenitsyn qui raconte ça dans... J'en parle après, pardon.
Как он говорит, если мы смотрим, потому что он не знал, так что я объясняла, что миротворец, он говорит, это не реальный нацизм, это даже такие методы, как были у большевики, но и не только. Если ты смотришь даже в Ренессанс, у Медисиси были такие методы тоже. Это методы, все эти радикальные левые еврейские движения, которые ты видишь на это и в Англосаксе, и в Италии и так далее. Это в истории у тебя есть много таких примеров, и это реально террористические методы. Цель это разбить самые умные люди, интеллигенцию. Потому что это эти люди, которые могут эффективно резистировать такие идеологии, такие режимы. Как он говорит, правда всегда победит, и больше есть люди на этой базе данных, и меньше они могут, потому что больше у тебя есть людей, которые говорят правду, которые понимают, что происходит. Труднее это. Ты можешь убить один человек, ты можешь убить 2, 3. Ну, есть момент, когда у тебя есть уже тысячи людей, ты не можешь их все убить. Так что, как он говорит, это реально, все это мондиализм, это глобализм, да, как мы видим сейчас. У них есть такие методы, такие террористические методы. C'est d'autant plus intéressant que je n'avais juste pas là, je ne me souvenais plus de ce que c'était que Mirotvorets, mais je viens de voir que leur devise est en latin, pro bono publico, pour le bien public. Sauf que si c'était vraiment une émanation du monde orthodoxe dans un contexte orthodoxe, ça n'aurait jamais été en latin. Ça, c'est l'indice d'une manipulation anglo-américaine derrière, évidemment anglo-américano-israélienne derrière, en tout cas avec ce côté des luttes d'influence interne du judaïsme dont je parlais, mais ça c'est juste un élément. Et donc je disais juste avant quelque chose d'extrêmement important. Je vais déjà traduire ce truc-là pour le truc latin. Oui. Он говорит, что это очень интересно. Он был на их веб-сайт, и он видел их слоган, он по-латински. И он говорит, это доказательство, что это движение не из православных стран, как Украины. Потому что тогда это не было бы в латинских. Факт, что это в латинским языком, это значит, что это из англосаксов эти еврейские движения. Так что это, когда ты видишь уже это, ты уже понимаешь, что это не сам из Украины, это за рубежом уже. Et il faut bien comprendre, c'est ce que Solzhenitsyn disait dans un deuxième ouvrage très important, L'erreur de l'Occident, en 1980. Il faut bien comprendre, en fait, toujours pareil, ces luttes d'influence interne au sein du judaïsme. En fait, dès la Bible, vous avez regardé Saint Paul. Saint Paul lui-même était juif, Jésus était juif, dans le sens où il y avait une évolution du judaïsme et surtout un réformisme interne au sein du judaïsme qui, ayant compris que le judaïsme était irréformable, est devenu le christianisme par la suite. Mais nous avons exactement la même chose aujourd'hui et il faut bien avoir ce que disait Solzhenitsyn à l'esprit, c'est que depuis les États-Unis, l'Angleterre et surtout les États-Unis, ce sont souvent d'anciens révolutionnaires juifs russes les plus dangereux qui propagent cette haine anti-russe, notamment avec, à Washington, ce qu'on appelle la Fondation pour la Russie libre, Free Russia Foundation, avec notamment des gens comme Ilya Zaslavsky et compagnie, qui sont des juifs russes, mais d'un certain type, très fanatiques, très anti-russes. И нужно понимать, что все эти движения, они получают поддержку откуда? От бывших еврейских русских революционеров. Люди, которые сделали революцию и так далее. И все эти люди, они сейчас, например, в этой организации, которая как этот фонд за свободную Россию, да, которые, вот, это все эти люди, и все это, они поддерживают такие méthodes. Et donc derrière, donc cette influence est très importante, et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quelque chose qui a protégé les fanatiques, notamment en Russie, mais à vrai dire dans tout l'Occident et dans tout le monde chrétien. C'est une méconnaissance, d'une part, une méconnaissance de ces luttes d'influence interne au sein du judaïsme, dont en réalité les actes des apôtres témoignaient. À l'époque, nous avions l'État romain qui protégeait Saint Paul contre des fanatiques, donc c'était des juifs des deux côtés. Mais le fait d'avoir oublié cela, premièrement, et le fait, deuxièmement,
c'est un certain humanisme chrétien qui a protégé non pas les juifs, mais qui a méconnu les luttes d'influence interne au sein du judaïsme et qui a laissé prospérer les plus dangereux fanatiques, dont en réalité les juifs lettrés, traditionnalistes et réformistes ont toujours été les premiers massacrés depuis l'Antiquité, notamment avec Hillel. On a eu la même chose en Russie, c'était Oussendovski qui en parlait ou autre, mais nous avons bien eu les premiers massacrés, enfin les juifs traditionnalistes faisaient partie, comme les chrétiens orthodoxes, de ceux qui étaient massacrés par les bolcheviks, souvent des juifs d'extrême gauche ou alors des anarchistes, des gens en rupture de banc. Mais il faut bien comprendre ces deux aspects-là, c'est-à-dire l'humanisme chrétien, la méconnaissance des luttes d'influence interne au sein du judaïsme, et la gentillesse du tsar, malgré le fait que, on va y venir après. Что защищал, проблема это, что защищали эти фанатики в Европе через века. Это было два дела главные. Первое, это факт, что много в Европе не знали, что есть эти конфликты между еврейских движений. Это первое. Второе, это христианский гуманизм, который есть в Европе и который есть, например, в России был. Царь не принимал, например, очень жесткие меры, которые были нужны. И результат, да, это защищал все евреев, но это защищал тоже эти фанатики, которые потом разбили полностью страну. Так что это две большие проблемы, да. Et dans ce contexte-là, c'est là où, par exemple, nous avons eu un exemple historique extraordinaire, c'est qu'en 1905, l'hôtel de ville de Kiev avait été pris d'assaut par une grande foule de ces juifs les plus fanatiques. Et ça rappelait des émeutes qui s'étaient passées durant la Judée romaine, où le clergé juif se montrait tout à fait là également fanatique et dressait les juifs contre l'État juif. Ils ont fait la même chose ensuite contre le tsar, mais pareil, au gré des luttes d'influence interne au sein du judaïsme, les réformistes sont tués et l'État subit des déstabilisations comme ça. Dans n'importe quel État du monde, ces gens auraient été massacrés. Et pourtant, au contraire, c'est l'humanisme du tsar, c'est également la volonté de ne pas déplaire aux financiers anglo-américains et notamment juifs à l'extérieur pour ne pas dire qu'on puisse dire que la méchante Russie faisait des pogroms, qui a empêché le tsar de sévir contre ces gens-là. Alors que ce sont ces mêmes gens-là qui, après, ont massacré, ont été de grands responsables de la révolution bolchevique. Donc ça, c'est une histoire qui est peu connue. Traduit. Например, в 1905 году очень фанатические евреи схватили администрацию Киева, и чтобы эти люди, которые за рубежом, которые работают, это финансы, да, которые евреи, не потом говорят, что в России они делают погромы и так далее, царь не принимал очень жесткие меры против этих фанатиков. Так что это их защищало. И после этого эти люди, когда они были сами в власти в России, они убили потом эти евреи, которые были больше традиционные. Voilà, donc il est extrêmement important de comprendre tout cela sans manichéisme, mais en comprenant justement les luttes d'influence interne au sein du judaïsme, pour comprendre la finesse et l'intelligence de la politique que mène aujourd'hui la Russie, dans un contexte où en réalité on fait tout pour l'affaiblir, et donc beaucoup d'intelligence là-dessus, mais qui rejoint donc l'Antiquité, parce que c'est une histoire que, en réalité, les Juifs eux-mêmes ont beaucoup de mal à comprendre, et encore cette même histoire qui met gravement en danger Israël aujourd'hui, avec toujours le même schéma. Même en Israël, nous avons des Siloviki, des serviteurs de l'État intelligents, qui sont souvent débordés par des fanatiques. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que les fanatiques mettent en danger l'État, puis ils mettent en danger l'État des autres, mais eux-mêmes n'apprennent pas de leur histoire. Donc de fait, il faut aider ces gens-là à ne pas refaire leurs mêmes erreurs, et c'est ce que réussit à faire la Russie aujourd'hui, mais c'est un vrai enjeu qui dure depuis 2000 ans. И эти конфликты между этими еврейскими движениями, это уже 2000 лет, что это существует. Это тоже большая угроза даже для Израиля, например.
где есть очень умные силовики, которые работают для государства, для интереса государства, для интереса народа, и которые не всегда могут победить против этих фанатиков. И нужно понимать, что в России власти, которые у нас есть сейчас, сделали это вообще очень умно. И играют так, чтобы это не дестабилизирует Россию. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut, surtout là dans le contexte Miroslavets, ils vont m'en vouloir. Après ça, j'accepte tout à fait d'être un martyr s'il y a besoin. De toute façon, je n'ai pas peur de cela. Mais il est très important de devenir des messagers d'une part, et il y a aussi une chose, de prendre ses précautions. C'est-à-dire que moi, par exemple, à peu près toute mon expertise est déjà entre de bonnes mains. Il m'arrive n'importe quoi, mais mon expertise de toute façon me survivra et elle sera suffisamment diffusée pour que de toute façon, qu'on coupe une tête, il y en a d'autres. L'idée est que la vérité doive de toute façon survivre, mais c'est aussi la raison pour laquelle je produis justement des articles et un certain nombre de choses dont la majorité ne sont pas publiées. Et d'ailleurs, avec grand plaisir, je vous envoie ces choses-là absolument gratuitement, évidemment. Par contre, si vous faites du bénéfice dessus, ça sera pour vous, pour les victimes du Donbass et compagnie. Tout cela est absolument naturel. Non, non, mais j'entends que ça peut être tout à fait, ça peut se justifier tout à fait. Mais quand j'écris justement, c'est pour synthétiser tout cela et pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous sortions de beaucoup d'années d'incompréhension de tout ça parce que ce sont les mêmes menaces qui restent pendantes. Et si aujourd'hui, par exemple, avec des affaires comme Navalny et compagnie, j'ai beaucoup écrit sur ces choses-là, s'il y avait une nouvelle, parce que c'est ce que voulaient ces gens, une nouvelle révolution bolchevique en Russie, la Russie, dans le contexte d'affaiblissement du début des années 2000, une nouvelle révolution bolchevique aurait été terrible. Pardon, c'est un peu long ce que j'ai dit. И так что он говорит, что на фоне сайтов Миротворец и так далее, конечно, главное это, что быть очень осторожным и делать так, чтобы, например, каждый должен сохранить свои экспертизы, чтобы, как он говорит, он даже готов подать на списке миротворца и быть мартир. Но он говорит, что даже если было бы что-то против него, его экспертиз будет выжить, потому что он уже все писал и так далее, он даже готов передать нам несколько из его статей и так далее об этом. И он сказал, что это очень-очень важно понимать, что реально происходит, и что происходит в России, что они попробовали делать опять большевистскую революцию в России с Навальным, например. И если они бы смогли это делать, ситуация в России была бы очень-очень страшна, потому что после коллапса СССР сознание России было очень-очень плохое состояние, и если была бы еще революция, вообще это было бы просто кошмар. Voilà pour la réponse à cette question. Спасибо большое за разговор. Была рада пообщаться. Спасибо, Спрогостель. Merci beaucoup en tout cas pour cette discussion, ça a été très instructif. Merci à vous et merci pour cette interview.